Aux funérailles de mon père, j'ai appris que ma mère était dans un complexe hôtelier avec son amant. Cette nuit-là, chez moi, j'ai reçu un message du numéro de mon père, aide-moi. Va au cimetière, vite. Quand je suis arrivé, ce que j'ai vu m'a fait m'évanouir. Je m'appelle Claire Whitmore. Le jour où j'ai confronté ma mère au tribunal pour avoir mis en scène la mort de mon père, j'ai ignoré ses larmes de crocodile et j'ai remis au juge l'enveloppe qui exposait sa fausse déclaration médicale. Je n'oublierai jamais comment son sourire s'est brisé lorsque j'ai chuchoté, c'est pour papa. Dites-moi en commentaire d'où dans le monde vous regardez ceci car, où que vous soyez, la trahison ne connaît pas de frontières. Le salon funéraire sur Maplewood Drive aurait dû sentir le lys et le regret silencieux. Au lieu de cela, l'air avait un goût métallique, épais de tonnerre et de parfum rance, comme si l'univers lui-même retenait son souffle de dégoût. La pluie traçait des rigoles sur les vitraux derrière le cercueil fermé de mon père. Je me tenais à ses côtés comme une fille aimante, une main serrant le bois poli, l'autre crispée autour de mon téléphone. 3 sonneries, puis un léger clic. Claire, ma chérie, la voix de ma mère, sirupeuse et enjouée. J'ai eu le souffle coupé. Où es-tu? Elle a ri. Qu'enquin. Tu as vu les photos? Michael et moi venons de commander des margaritas de la taille de baignoire. J'ai cligné des yeux. Un instant, je n'ai pas pu parler. Ce sont les funérailles de ton mari, ai-je finalement dit, chaque mot me déchirant la gorge comme du verre. Papa est mort. Où as-tu oublié? Il y a eu un cliquetis de glace. Un soupir. Oh, ma chérie. La vie continue. Toi aussi. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures me fassent mal. Le directeur des pompes funèbres s'est déplacé maladroitement à quelques pas de là, évitant mon regard. Je sentais les regards curieux des vieux amis de papa, des cousins éloignés chuchotant derrière des voiles noirs, se demandant où elle était. C'est une blague, ai-je demandé, ma voix tremblante maintenant. Tu n'es même pas venu dire au revoir. Claire, ne sois pas si dramatique. Les funérailles sont une tradition si morbide, et honnêtement, ton père ne voudrait pas que je pleure dans une petite salle lugubre. Un rire amer m'a échappé, alors tu es parti avec ton âme sœur. Michael me comprend d'une manière que ton père n'a jamais comprise, a-t-elle répondu d'un ton léger. D'ailleurs, Robert a fait ses choix. Robert, comme s'il n'était pas l'homme qui avait bâti toute notre vie à partir de rien. Qui avait payé ses dettes? Qui l'avait embrassée chaque soir comme si elle était une reine? N'ose pas parler de lui au passé comme s'il était jetable, ai-je craché. Tu aurais pu au moins faire semblant de te lamenter. Un temps de silence. Claire, a-t-elle dit froidement. Maintenant, si tu essaies de me faire culpabiliser, tu perds ton temps. Les gens meurent. Tu comprendras quand tu seras grande. Elle a raccroché. La tonalité a bourdonné comme une guêpe dans mon oreille. J'ai lentement baissé le téléphone, fixant le cercueil comme s'il allait s'ouvrir et m'offrir une dernière réponse. Dehors, le ciel s'est déchiré et le tonnerre a craqué comme un jugement. Ce n'était plus seulement le chagrin qui s'accumulait dans ma poitrine. C'était de la fureur. Je suis sorti de la chapelle sans un mot de plus, laissant des murmures derrière moi. Quelqu'un a appelé mon nom, mais je ne me suis pas retourné. Mes talons ont résonné sur les marches de marbre dans la tempête. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Mais je savais ceci. Quelque chose dans la mort de mon père ne semblait pas réel. Et le sourire de ma mère cachait quelque chose. Je n'ai pas dormi. Non pas que je m'y attendais. Pas après les funérailles. Mon appartement semblait vide, comme si mon père avait emporté tout le son avec lui. Même le grincement du plancher près de la cuisine restait silencieux comme s'il pleurait aussi. Je me suis assise en tailleur sur mon lit, vêtu d'un legging et de la vieille chemise en flanelle de papa, faisant défiler les photos de mon téléphone. La plupart des photos étaient floues et ennuyeuses, des clichés accidentels de reçus, des captures d'écran de recettes que je n'essaierai jamais. Mais je suis tombé sur une photo d'il y a 3 Noëls. Papa tenait une tasse de cidre, portant un pull de reine ridicule que je l'avais défié d'acheter. Il souriait à la caméra, les yeux doux et fiers. Je pouvais presque l'entendre dire, « Il t'a fallu du temps pour gagner cette promotion, ma petite. » Il m'appelait toujours ma petite, même quand j'ai eu 30 ans. J'ai glissé vers une autre photo. Lui et moi côte à côte sur la balançoire du Porsche, nos bottes sur la rampe, riant de quelque chose.
Ma mère l'avait sûrement prise à l'époque où elle nous souriait encore. À l'époque où je croyais qu'elle l'aimait. Ma gorge s'est serrée. J'ai tapé sur l'écran pour rapprocher la photo, remarquant quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. La main de papa reposant doucement sur la mienne. Protectrice, stable, réelle. Je n'ai pas réalisé que je pleurais avant qu'une goutte ne touche mon téléphone. J'ai rapidement essuyé ma joue, agacé contre moi-même de garder encore l'espoir que quelqu'un frapperait à la porte et me dirait que tout cela n'était qu'une horrible erreur. C'est alors que mon téléphone a vibré. Une vibration, puis une autre. Un aperçu de message est apparu à l'écran. Papa, aide-moi, va vite au cimetière. J'ai figé. La photo de contact. C'était toujours la même photo de lui tenant une clé à molette dans le garage, souriant comme s'il venait de réparer l'irréparable, mais ce numéro avait été déconnecté. J'avais essayé juste après les funérailles, le composant avec un espoir pathétique que la messagerie vocale répondrait encore. Ce n'était pas le cas. Mon cœur a commencé à tambouriner. J'ai ouvert le message. C'était réel. Pas de pièce jointe, pas de lien, juste cette seule ligne. Aide-moi, va vite au cimetière. Je l'ai fixé, mon cerveau bégayant. Spam? Une blague cruelle? Quelqu'un avait-il mis la main sur son ancien numéro? Non, ai-je chuchoté, serrant mon téléphone plus fort. Personne ne ferait ça. Mais c'était un mensonge. Des gens le feraient. Des gens comme ma mère. Des gens comme Michael, l'homme qu'elle appelait maintenant son âme sœur, dont je me souvenais du visage suffisant sur une de ses photos Facebook il y a des années. Je l'avais ignoré à l'époque, pensant qu'il n'était qu'un ami de son cours de yoga. Tout est soudainement devenu trop silencieux. Le réfrigérateur bourdonnait dans la cuisine. Le radiateur a cliqué une fois. Je me suis levé. Mon manteau était toujours sur la chaise près de la porte, parsemé de pluie. Je l'ai attrapé, toujours pieds nus, le message brillant dans ma paume. Peut-être que c'était un pirate informatique. Peut-être que quelqu'un essayait de me tourmenter. Mais peut-être, juste peut-être, et si c'était lui? J'ai enfilé des bottes et une écharpe avec des mains tremblantes. Les rues dehors étaient glissantes de pluie, les lumières projetant de longues réflexions étranges qui dansaient sur l'asphalte. Le cimetière était à 12 minutes en voiture. Je n'y ai même pas pensé. Je n'ai pas emporté de lampe de poche ni appelé qui que ce soit. J'ai juste pris mes clés et je suis parti. Au moment où je suis sorti, le froid m'a réveillé. J'étais à mi-chemin de la voiture quand un autre message est arrivé. Papa, ne lui fais pas confiance. Je me suis arrêté net. L'écran a vacillé d'humidité, les gouttelettes faisant scintiller le texte. J'ai regardé autour de moi frénétiquement, m'attendant à ce que quelqu'un me regarde. Rien, juste des trottoirs mouillés et des porches faiblement éclairés. Ne lui fais pas confiance. Je n'avais pas besoin de demander qui était, elle. Ma mère. Quelque chose de tranchant s'est tordu dans mes entrailles. Quelque chose qui était là depuis le moment où elle a dit, la vie continue. Je me suis glissé dans la voiture, les mains glaciales sur le volant. Le cimetière attendait, et la vérité aussi. Le cimetière Asheville Memorial se trouvait à la périphérie de la ville, enveloppé d'un brouillard si épais qu'il semblait que les montagnes avaient expiré et oublié d'inspirer à nouveau. Je me suis garé près des portails en fer forgé, mes phares traçant de faibles tunnels dans la brume. Le moteur a tiqué en refroidissant, et pendant une seconde, je suis resté assise, les mains toujours serrant le volant. C'est fou, ai-je murmuré. Mais l'écran de mon téléphone brillait toujours dans le porte-gobelet. Ne lui fais pas confiance. Je suis sorti dans le froid. L'air sentait la terre mouillée et le pain. Mon souffle s'est échappé devant moi alors que je fermais doucement la portière de la voiture, comme si je ne voulais pas alerter quelque chose qui regardait déjà. Le chemin de gravier a craqué sous mes bottes. La tombe de papa était une terre fraîche et une plaque temporaire. La pierre tombale permanente n'avait même pas encore été installée. Cette seule pensée me donnait la nausée. Comment la vie de quelqu'un pouvait-elle être réduite si rapidement à du papier plastifié et de la terre humide? Le brouillard s'est déplacé comme quelque chose de vivant. J'ai resserré mon manteau autour de moi et j'ai marché plus vite, scrutant les rangées de pierres tombales, d'anges de marbre, de croix de granit, de noms gravés pour l'éternité. Puis je l'ai vu. Robert Whitmore, époux bien-aimé, père dévoué.
Je me suis arrêté à quelques pas. La terre était encore plus sombre que le reste, imbibée de pluie et inégale. Une couronne funéraire bon marché penchait de côté, son ruban flottant faiblement dans la brise. C'est stupide, ai-je murmuré, m'approchant. Il n'est pas, quelque chose a bougé. Un bruissement aigu derrière moi. Je me suis retourné si vite que j'ai failli perdre l'équilibre. Qui est là? Silence, juste le brouillard roulant entre les pierres. Mon pouls martelait dans mes oreilles. J'ai balayé la ligne d'arbres bordant le cimetière. Rien que des branches squelettiques et des ombres. Arrêtez de me tourmenter, ai-je crié, ma voix se brisant. Pas de réponse. Je me suis tourné vers la tombe et j'ai figé. Il y avait quelque chose posé contre la base de la plaque temporaire, une enveloppe blanche. Elle n'était pas là quand je suis arrivé pour la première fois. J'en étais sûr. Mon cœur a recommencé à tambouriner, mais cette fois ce n'était pas du chagrin. C'était quelque chose d'électrique, quelque chose de vivant. Je me suis accroupi lentement, mes genoux tremblants. L'enveloppe était scellée. Mon nom était écrit sur le devant d'une écriture familière et inégale. Claire, pas Claire Whitmore. Pas à ma fille, juste Claire. Ma gorge s'est serrée. C'est son écriture, ai-je chuchoté. Mes mains tremblaient en la ramassant. Le papier semblait sec malgré l'air humide, comme s'il venait d'être placé là. Une autre branche a craqué quelque part derrière moi. Je me suis retourné. J'ai dit, qui est là? Le brouillard s'est déplacé violemment près de la rangée lointaine de tombes. Pendant une seconde, juste une seconde, j'ai cru voir la silhouette de quelqu'un debout près des arbres, grand, immobile, regardant toujours. J'ai eu le souffle coupé. Papa. Le mot m'a échappé avant que je ne puisse l'arrêter. La forme a disparu aussi vite qu'elle était apparue. Je n'ai pas attendu pour enquêter. J'ai déchiré l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une seule feuille pliée et un petit bout de papier. La lettre était courte. Si tu lis ceci, cela signifie que tu es venu seul. Bien. J'ai besoin que tu fasses confiance à ton instinct. Je ne suis pas mort. Je ne pouvais pas risquer de te le dire avant. Il surveille tout. Va aux coordonnées sur la 2e page. Ne le dis à personne, pas même à elle. Ma vision s'est brouillée. J'ai déplié le plus petit papier. Une localisation GPS. Des coordonnées juste en dehors de la ville, au fond du parc boisé de Blue Ridge. Je ne suis pas mort. Les mots ont résonné dans mon crâne. Un rire à moitié hystérique a bouillonné. Ce n'est pas réel. Mais l'écriture était réelle. La formulation était réelle. Et l'avertissement, pas même à elle, semblait trop spécifique pour être une blague. Un autre craquement aigu a fendu l'air derrière moi, plus près cette fois. Je ne me suis pas retourné. J'ai fourré la lettre dans la poche de mon manteau et je me suis enfui. Le gravier a giclé sous mes bottes alors que je courais vers les grilles. Je pouvais le sentir maintenant, des yeux sur mon dos, lourd et délibéré. Le brouillard semblait plus épais, engloutissant les pierres tombales comme s'il essayait d'effacer mon chemin. Je n'ai pas arrêté avant d'être dans ma voiture, les portes verrouillées, le moteur vrombissant. Ma poitrine se soulevait alors que je serrais le volant. Je ne suis pas mort. Les coordonnées brûlaient dans ma poche comme un fil sous tension. Si c'était un piège, c'en était un cruel. Si c'était réel, alors mon père n'était pas mort. Et ma mère mentait sur bien plus que qu'aucun. J'ai enfoncé la marche avant. Ce qui attendait à ces coordonnées était soit la vérité, soit le coup de grâce à ma santé mentale. Je n'ai pas dormi. Je me suis assise au bord de mon lit, la lettre froissée dans les mains, les coordonnées GPS ouvertes sur mon téléphone. Mon manteau était toujours sur moi. Mes bottes aussi. Je n'avais même pas allumé les lumières. Juste moi, l'enveloppe, et la réalisation insidieuse que toute ma réalité pourrait être un mensonge. Chaque fois que j'essayais de raisonner, mes pensées s'embrouillaient dans des impasses. Si papa était vivant, qui avons-nous enterré? S'il simulait sa mort, pourquoi? Et pourquoi m'envoyer le message à moi et non à la police? Je me suis levé brusquement et j'ai commencé à faire les 100 pas sur le parquet grinçant. Mes mains nues étaient glacées par l'air froid qui me collait encore à la peau. Mon cœur ne ralentissait pas.
J'avais l'impression de marcher au bord d'une falaise dans l'obscurité. Et à chaque pas, un nouveau morceau de terre menaçait de s'effondrer sous moi. La lettre disait, ne le dis à personne, pas même à elle. Bien sûr, il parlait de ma mère. J'ai repensé à l'appel lors des funérailles. Sa voix comme si elle sirotait un cocktail au bord d'une piscine plutôt que de pleurer son mari. Son ton léger, son âme sœur. Je voulais croire que c'était une mauvaise blague, qu'un psychopathe avait volé son ancien numéro de téléphone et tourmenté une fille en deuil. Mais je connaissais l'écriture de mon père, et je connaissais son instinct. C'était un stratège, méticuleux, jamais téméraire. Il ne plaisanterait jamais à ce sujet. J'ai chuchoté les mots à voix haute dans la pièce vide. Il ne plaisanterait pas à ce sujet. J'ai pris mes clés. L'épingle GPS menait à un parc national juste en dehors d'Asheville, quelque part au fond des bois, bien au-delà des sentiers de randonnée habituels. Je connaissais un peu la région. Nous y allions camper quand j'étais enfant, avant que les choses ne se compliquent entre mes parents. Les routes se sont rétrécies à mesure que je conduisais, la forêt se refermant comme un vieux secret. Des branches s'arquaient au-dessus comme des côtes, et mes phares vacillaient alors que la brume dansait à travers les faisceaux. L'emplacement sur le GPS menait à un chemin de terre qui bifurquait du chemin principal, à peine visible au clair de lune. Mes pneus ont craqué sur le gravier alors que je me garais et suivais le signal, mon téléphone s'éteignant toutes les quelques secondes à cause d'une activité. Je devais continuer à taper sur l'écran juste pour m'assurer que je n'étais pas perdu. 10 minutes plus tard, les arbres se sont ouverts sur une petite clairière et je l'ai vue. Une cabane, en bois, patinée par le temps, nichée contre la lisière des arbres comme si elle avait été oubliée par le temps. Je me suis garé et je suis sorti avec précaution, laissant la voiture tourner au ralenti derrière moi. L'air était immobile, lui aussi. J'ai marché lentement vers le porche, mon cœur battant plus fort que mes pas. Puis un mouvement. Quelqu'un est apparu à la lumière de la lanterne du porche. J'ai eu le souffle coupé. Il était plus mince, plus gris. Son visage était marqué par l'épuisement, ses yeux creusés par quelque chose de plus profond que le simple âge. Mais il n'y avait pas d'erreur possible. Papa. Il a fait un pas en avant. Claire. Je n'ai pas respiré. Ma vision s'est troublée. Mes genoux ont fléchi et j'ai touché la terre froide avant de pouvoir me retenir. C'était lui, vivant. Pas un fantôme, pas un rêve, pas un souvenir. Il est tombé à côté de moi, me rattrapant par les bras. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé, sa voix rauque comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des semaines. « Je t'ai enterré », ai-je dit. Mes mains ont touché son visage comme si j'avais besoin de preuves. « Nous t'avons enterré. »« Je sais », a-t-il murmuré, baissant les yeux. « Je suis désolé. »« Non », ai-je chuchoté. « Tu n'as pas le droit d'être désolé, pas encore. Tu es censé être mort. » J'ai prononcé un éloge funèbre. Je les ai vus descendre le cercueil. Je suis resté là, seul, pendant que maman était à Canquin. Papa. Avec un homme nommé Michael. Il a fermé les yeux. Je sais. Je me suis légèrement éloigné, juste assez pour me stabiliser. Tu dois tout m'expliquer, tout de suite. Il a expiré lentement et a regardé par-dessus son épaule vers la cabane. Entre. Ce n'est pas sûr de parler ici. Pas sûr, ai-je répété. Papa, qu'est-ce qui se passe? Il m'a regardé de nouveau. Ils allaient me détruire, Claire. Je n'avais pas le choix. Cela m'a arrêté. Il s'est levé, a tendu une main. S'il te plaît, donne-moi juste 10 minutes. Ensuite, si tu veux partir, je ne t'arrêterai pas. J'ai hésité. Chaque os de mon corps criait de courir. Mais quelque chose dans son visage, le poids qu'il portait sur ses épaules, m'a dit qu'il portait cela depuis plus longtemps que je ne pouvais l'imaginer. J'ai pris sa main, et pour la première fois depuis les funérailles, quelque chose comme de l'espoir a vacillé dans ma poitrine. L'espoir et 1000 autres questions. L'intérieur de la cabane sentait la poussière, le vieux café et la cire fondue. Une seule bougie vacillait sur une table en bois branlante à côté d'une pile de dossiers jaunes, projetant de longues ombres sur les murs. La pièce était sommairement meublée, juste un canapé qui avait clairement connu de meilleurs jours, un lit étroit dans le coin et un vieux poêle à bois rayonnant faiblement de chaleur. Cela ressemblait à une cachette construite pour attendre, pas pour vivre.
Papa a versé de l'eau fumante d'une bouilloire cabossée dans 2 tasses dépareillées. Il avait toujours détesté le thé, mais maintenant il m'en a tendu une comme si c'était la routine, comme s'il faisait ça depuis des jours, peut-être des semaines. Je me suis assise raidement sur le bord du canapé, encore trop stupéfaite pour absorber tout le poids de ce qui se passait. Il a posé la tasse devant moi, puis s'est lentement assis en face de moi sur une chaise en bois qui grinçait, les coudes sur les genoux, le visage bas dans l'ombre. « Je sais que c'est difficile à croire, » a-t-il dit doucement. « Que tu es vivant, » ai-je chuchoté. « Ce n'est plus le plus difficile. » Il n'a pas souri, n'a pas bronché. Au lieu de cela, il a pris le premier dossier. « J'allais prendre ma retraite l'année prochaine, » a-t-il commencé. Tout était réglé. Notre hypothèque était presque remboursée. Le cabinet m'a proposé un poste de consultant. Je pensais que ta mère et moi étions, eh bien, pas parfaits, mais stables. Il a ouvert le dossier et m'a passé une photo. C'était une capture d'écran d'un testament notarié, sauf que sa signature semblait étrange, comme si quelqu'un l'avait copié trop parfaitement. J'ai froncé les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Il a tapoté le bas de la page. Regarde de plus près la date. Je l'ai fait, mon estomac s'est tordu. C'est 2 semaines avant que ton certificat de décès ne soit déposé. Il a hoché la tête. Il l'avait fait rédiger et déposer par un ami avocat de Michael Araleg. La nouvelle version laissait tout à ta mère. Tout. Actions, assurance, la maison, mes comptes. J'ai cligné des yeux. Mais elle avait déjà un accès conjoint à la plupart de cela. Pourquoi simuler ta mort? Il a ouvert le dossier suivant. Relevé bancaire, virement, entrée surlignée. Parce qu'elle savait que je changeais tout pour la nouvelle année. Je lui ai dit que je la retirais du compte professionnel. J'avais déjà commencé un nouveau testament, un qui laissait la majeure partie de la succession à toi et à quelques œuvres caritatives. Mes mains se sont enroulées autour de la tasse. Elle était encore chaude, mais je ne la sentais plus. Et Michael, ai-je demandé, son visage s'est durci. Michael Hans, riche promoteur immobilier et marié, d'ailleurs. Je l'ai découvert après ma disparition. Il est même marié 2 fois, en fait, a des enfants en Floride. Claire, je pense que tout cela a commencé comme une liaison et s'est transformé en opportunité. Je l'ai regardé. Donc, il voulait que tu disparaisses, mais tu es là. Comment as-tu réussi à t'échapper? Il a hésité. J'ai eu de la chance, a-t-il dit. J'ai découvert sa 2e vie. Michael était venu chez nous pendant que j'étais à une conférence. Quelque chose ne me semblait pas juste. Elle agissait différemment. J'ai commencé à vérifier des choses. Il m'a passé une photo. Des images de surveillance granuleuse de maman et Michael devant une banque. Elle ne savait pas que j'avais installé des caméras après l'effraction de l'année dernière. Je me suis souvenu que quelqu'un était entré dans le garage et avait pris des outils. Du moins, c'est ce que nous pensions. J'ai commencé à recueillir des preuves, a-t-il poursuivi, tournant une autre page. Je les ai gardées hors de mes appareils, j'ai fait des copies physiques. Puis je l'ai entendu parler au téléphone un soir. Elle se tenait dans le couloir. Elle pensait que je dormais. Ses yeux se sont perdus un instant. Elle a dit, d'ici le mois prochain, il sera parti et j'aurai l'acte de propriété. Nous devons juste le garder calme jusqu'à ce moment-là. J'ai agrippé les accoudoirs du canapé. Il prévoyait de te tuer, ai-je chuchoté. Il m'a regardé, les yeux vifs mais fatigués. Je ne pense pas qu'il voulait que ce soit salissant. Je pense qu'il prévoyait de mettre en scène quelque chose. Un accident, peut-être une disparition, mais je les ai devancés. Tu as simulé ta propre mort. Il a hoché la tête une fois. Avec l'aide de quelqu'un en qui j'ai confiance. J'ai tout mis en œuvre et j'ai disparu la nuit même où les documents devaient être déposés. Ils ont dû paniquer. Ils m'ont déclaré mort en 1 semaine. Ta mère a pleuré à tout le monde en disant m'avoir perdu soudainement. A prétendu que c'était une crise cardiaque alors que j'étais hors de l'état. A utilisé un rapport médical falsifié et a fait accélérer un certificat de crémation. Pas de corps, pas d'autopsie, juste des cendres dans une boîte qui venait probablement de la cheminée de quelqu'un d'autre. J'ai couvert ma bouche. Elle a même fait un commentaire aux funérailles, ai-je chuchoté. La crémation simplifie les choses.
Il s'est adossé à la chaise, se frottant le visage. Elle pensait que j'étais un idiot, que je ne verrais jamais rien venir, mais je l'ai fait. La flamme de la bougie projetait de profondes rides sur son visage. Et maintenant, ai-je demandé. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que ce n'est pas fini, a-t-il dit. Ils pensent avoir gagné. Ils pensent que je suis parti, et que l'argent est à eux, mais j'ai gardé des dossiers, des virements bancaires, des emails, des faux formulaires. Assez pour les faire enfermer tous les deux. Mais j'ai besoin d'aide. Je suis restée assise là, les murs de la cabane se refermant. Toute mon enfance se réarrangeait derrière mes yeux. Maman, Michael, leur voyage soudain, l'absence de corps réel, les signatures. Comment a-t-elle pu faire ça, ai-je demandé, respirant à peine. Comment a-t-elle pu te faire ça? Elle ne me l'a pas fait qu'à moi, a-t-il dit doucement. Elle nous l'a fait à nous. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception du léger sifflement du poêle à bois et de la rage silencieuse qui montait en moi. Elle n'avait pas seulement brisé des cœurs. Elle avait brisé des vies. Et maintenant c'était à mon tour de choisir quoi faire de cette vérité. La bougie vacillait entre nous, éclairant à peine les coins de la pièce, mais ces mots suivants ont atterri comme des projecteurs. Il y a un autre élément de preuve, a-t-il dit, la voix basse. Quelque chose que je ne pouvais pas risquer d'emporter avec moi. C'est toujours dans la maison. Je me suis tendu. Que veux-tu dire dans la maison? Il s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Notre maison? La maison de ta mère maintenant, cachée dans le bureau derrière un faux panneau mural. Tu te souviens de la bibliothèque, 3e étagère par le bas. J'ai hoché la tête lentement, des souvenirs me traversant de cette pièce lambrissée de chaînes où il faisait ses impôts avec un crayon mécanique et de vieux disques de jazz jouant en arrière-plan. Il y a un coffre-fort là-bas, a-t-il dit. Je l'ai fait installer il y a des années. Elle n'en a jamais su. Qu'y a-t-il à l'intérieur, ai-je demandé, la gorge sèche. Des pistes papier, a-t-il dit. Actes originaux, première copie du testament avant qu'elle et Michael ne l'altèrent. Des notes que j'ai écrites pendant que je me rendais compte. Et une clé USB avec quelques enregistrements. Appel téléphonique, conversation que j'ai surprise. J'ai dégluti. Pourquoi ne l'as-tu pas emporté avec toi? Parce que je n'ai pas eu le temps. Je pensais avoir planté suffisamment de preuves ailleurs, mais certaines des preuves les plus accablantes sont dans ce coffre-fort, et si j'y retourne pour les récupérer, ils sauront que je suis vivant. Ils surveillent la propriété. Mais toi, il a marqué une pause, me regardant attentivement. Tu pourrais y aller. Personne ne poserait de questions. J'ai tressailli. Tu veux que j'entre dans sa maison? Sa maison maintenant, comme si de rien n'était. Et que je la vole? Ce n'est pas voler, Claire. C'est sauver la vérité et ce n'est pas la sienne. J'ai détourné le regard, la mâchoire serrée. Elle sera méfiante. Elle agit déjà comme si elle était passée à autre chose. C'est exactement pourquoi elle ne verra rien venir, a-t-il dit. Elle pense que tu es en deuil. Elle pense qu'elle a gagné. J'ai senti mon cœur commencer à battre la chamade dans ma poitrine. Elle et Michael n'ont aucune idée que je t'ai contacté, a-t-il ajouté. Si tu y vas maintenant, avant qu'il ne change quoi que ce soit, tu pourrais entrer et sortir. Dis que tu veux des souvenirs, des photos. Personne ne remettrait cela en question. Mes pensées s'emballaient. Des images des funérailles, de l'appel téléphonique, des photos de Canquin défilaient dans ma tête. Sa voix résonnant, la vie continue, ma chérie. Elle ne l'avait pas seulement trahi. Elle m'avait aussi dupé. Et si elle est à la maison? Elle ne le sera pas. Pas toute la journée. J'ai surveillé la maison. Tu as surveillé de loin, a-t-il dit rapidement. Je ne suis pas téméraire. J'avais juste besoin de savoir quand la fenêtre de sécurité serait ouverte. Un étrange silence a rempli l'espace entre nous. J'ai réalisé qu'il n'avait pas cessé de regarder par-dessus son épaule depuis des jours. J'ai baissé les yeux sur mes mains. Mes doigts étaient de nouveau froids, même près du poêle. Tu es sûr que tout est toujours là, ai-je demandé. Il faut que ça le soit. À moins qu'ils ne démolissent l'endroit, ce qu'ils ne feront pas s'ils ne savent pas que ça existe. C'est là. Mais je ne peux pas l'obtenir, Claire. Pas sans tout exposer.
Et juste comme ça, c'était à moi de le faire. J'ai hoché la tête une fois. Je le ferai. Il a expiré un peu. Merci. Mon estomac se tordait d'anxiété, mais en dessous, quelque chose d'autre, une impulsion de résolution. Elle pensait que j'étais en deuil. Elle pensait que je laisserais tomber. Mais demain, j'entrerai dans sa maison comme la fille obéissante qu'elle avait sous-estimée, et j'en sortirai avec la vérité. La maison à Raleigh semblait différente. Les mêmes murs, la même allée, les mêmes volets blancs que papa repeignait chaque printemps, mais quelque chose en elle semblait maintenant stérile, comme si elle avait été nettoyée de lui. La lumière du porche était déjà allumée quand je me suis garé. Il y avait de nouvelles succulentes en pot là où ces vieilles fougères pendaient. L'une d'elles était fausse. Il aurait détesté ça. Je suis resté dans ma voiture pendant une longue minute, répétant le mensonge une dernière fois. Tu es juste là pour des souvenirs, des photos, peut-être une montre, quelque chose de sentimental. Tu es en deuil. Ils ne remettront pas le deuil en question. La porte s'est ouverte avant que je ne puisse frapper. Claire, a dit ma mère d'une voix enjouée, tenant un verre de vin comme une extension naturelle de sa main. Eh bien, c'est une surprise. Elle portait une robe en soie couleur champagne sans manches et ses cheveux étaient bouclés comme si elle attendait de la compagnie ou recevait déjà quelqu'un. J'étais en ville, ai-je dit, gardant ma voix neutre. Je me suis dit que je passerais. Il y a quelques affaires de papa. J'aimerais avoir quelque chose de petit. Ses yeux ont vacillé. Bien sûr, elle a reculé. Prends ce que tu veux. Tout ne fait que prendre la poussière maintenant de toute façon. À l'intérieur, l'air sentait les bougies à la bergamote et l'huile de citron. Aucune trace de son eau de Cologne. Aucun soupçon de sueur de bois, de tabac ou d'huile moteur, juste un confort soigné. Michael est apparu au bord du salon, pieds nus et tenant un verre de quelque chose d'ambre. Claire, a-t-il dit, souriant comme si nous étions de vieux amis. Content de te voir. Comment vas-tu? J'ai forcé un sourire contraint. Un jour à la fois. Il a hoché la tête presque condescendant. C'est ça l'esprit. Je ne resterai pas longtemps, ai-je dit, marchant déjà vers le bureau. Je veux juste prendre quelques affaires personnelles. Serre-toi, a appelé ma mère d'un ton léger. Tu sais où tout est. C'était le but. Le bureau semblait presque intact. Elle n'avait pas osé le transformer en salle de yoga ou en cave à vin, pas encore. J'ai refermé doucement la porte derrière moi et j'ai attendu que le bourdonnement de la conversation reprenne sur la terrasse, que le cliquetis des verres et le doux murmure du jazz en fond sonore du haut-parleur dans le coin. Quand j'ai été sûr d'être seul, j'ai traversé jusqu'à la bibliothèque, 3e étagère par le bas. Les vieux manuels de menuiserie étaient toujours rangés soigneusement, prenant la poussière. Je les ai écartés et j'ai passé ma main le long du panneau arrière. Il a cliqué doucement sous mes doigts. Le faux mur a cédé avec un murmure. Derrière, niché dans le bois, se trouvait un coffre-fort noir mat. Je suis tombé à genoux. Papa m'avait donné le code. Son anniversaire inversé avec les 2 derniers chiffres de mon année de diplôme universitaire. C'était quelque chose que seul moi me souviendrais et quelque chose qu'il savait que je ne pourrais jamais oublier. Je l'ai tapé. Le coffre-fort s'est ouvert. À l'intérieur, les documents étaient serrés dans des dossiers étiquetés de l'écriture méticuleuse de papa, des scans de transactions bancaires, des impressions de mails, des transcriptions de mémos vocaux, des copies de testaments révisés, le sien et le sien, et rangés dans un coin. Une clé USB simplement étiquetée « Appel de Michael ». J'étais en train de tout glisser dans mon sac fourre-tout lorsque des pas ont traversé la terrasse à l'extérieur. J'ai figé, le cœur battant, des rires, la voix de ma mère, puis celle de Michael, basse et amusée. J'ai remis le faux panneau en place et je me suis levé, lissant mes cheveux et prenant un cadre photo sur le bureau. Une photo de papa et moi pêchant quand j'avais 11 ans. Le genre de choses qu'une fille en deuil pourrait empocher. J'ai glissé la clé USB dans la poche de mon manteau. L'horloge de la bibliothèque a sonné 20 heures, l'heure du dîner, ce qui signifiait au moins 1 heure de vin et de rire et de toute la réalité qu'ils s'étaient construite depuis qu'ils avaient effacé mon père. J'ai ouvert lentement la porte, reculant dans le couloir, mon sac négligemment jeté sur mon épaule. Tu as trouvé ce dont tu avais besoin, a appelé ma mère depuis la terrasse. J'ai souri, m'avançant vers la porte arrière. Oui, ai-je dit. Quelque chose de petit.
Elle a levé son verre dans un toast simulé. Tu vois, la guérison est déjà là. Michael a cligné de l'œil par-dessus son verre. Je n'ai rien dit. J'ai juste offert un léger sourire et me suis glissé par la porte. Chaque pas loin de cette maison me semblait plus léger. Mais à l'intérieur de mon manteau, mes doigts agrippaient cette clé USB comme un détonateur. Ils n'avaient aucune idée de ce que je venais de prendre. Et pour une fois, j'avais le pouvoir. La porte du bureau a grincé plus fort que je ne m'en souvenais. J'ai figé, une main encore à l'intérieur du coffre-fort. Les dossiers étaient déjà à moitié dans mon sac fourre-tout. La clé USB, Dieu merci, était zippée dans la poche de mon manteau. Mon cœur frappait contre mes côtes comme s'il essayait de se libérer. J'ai jeté un coup d'œil à la porte. Elle était toujours fermée, toujours silencieuse. J'ai expiré lentement, juste quelques secondes de plus. Puis la poignée de porte a tourné. Mes doigts ont volé. J'ai arraché le dernier dossier du coffre-fort, l'ai glissé dans le sac fourre-tout et j'ai refermé le panneau de la bibliothèque d'un clic à peine audible. Au moment où la porte s'est ouverte, je me tenais devant le bureau, tenant un cadre photo au hasard. Michael est entré, sa bouche se contractant d'un léger amusement ou d'une légère suspicion. Je ne pouvais pas dire. Perdu quelque chose, a-t-il demandé, un sourcil levé. J'ai affiché le sourire le plus désinvolte que j'ai pu, serrant le cadre comme s'il contenait les secrets de l'univers. Oh, juste en train de prendre quelques photos. J'aimais beaucoup celle-ci, ai-je ajouté, brandissant la photo de papa et moi pêchant sur le bateau. Je n'avais même pas regardé ce que j'avais pris. Michael a fait un pas en avant, scrutant la pièce avec une aisance qui ne venait que de l'idée qu'il n'avait rien à craindre. Bizarre, a-t-il dit, les yeux se posant sur la bibliothèque. Tu es resté un moment ici. J'ai haussé les épaules, le cœur battant dans mes oreilles. La nostalgie est une distorsion temporelle, je suppose. Son regard a furtivement glissé vers le sac fourre-tout. J'ai suivi ses yeux et j'ai forcé un rire. Ne vous inquiétez pas, je ne pille pas la succession. J'ai soulevé légèrement le sac. Juste quelques souvenirs, quelques lettres, quelques-uns de ces journaux. Je me suis dit que cela aurait plus de sens pour moi que pour quiconque. Il a souri, mais cela n'a pas atteint ses yeux. Bien sûr, prends ce que tu veux. Il a marché plus loin, lentement, désinvoltement. Comme un homme en promenade, pas quelqu'un qui nourrit des soupçons. Diane a toujours dit que tu étais la sentimentale, a-t-il ajouté. J'ai penché la tête. Diane, ta mère, elle disait que tu t'accrochais toujours aux choses. De vieilles cartes d'anniversaire, les casquettes de pêche de ton père. Il a fait un geste vague. Je suppose que cela correspond. J'étais proche de lui, ai-je dit, essayant toujours de paraître calme. Elle le sait. Il s'est arrêté à quelques pas de moi maintenant et m'a regardé. Vraiment regardé. J'ai essayé de ne pas bouger sous son regard, mais je sentais la clé USB appuyée contre mes côtes à travers la doublure de mon manteau. Chaque seconde tic-taquait comme un compte à rebours dans ma tête. Il a souri de nouveau, mais cette fois c'était plus forcé. Eh bien, a-t-il dit. Heureux de te voir, Claire. J'ai hoché la tête. Toi aussi. Nous sommes restés silencieux pendant un long et fragile instant, puis il s'est écarté et a fait un geste vers le couloir. Après vous. Je suis passé devant lui, le dos raide, la sueur me piquant sous mon écharpe. Son eau de Cologne était trop forte, quelque chose de boisé et cher, et je détestais comment elle persistait après mon passage. Alors que j'atteignais la porte d'entrée, ma mère a appelé de la cuisine. Claire, tu restes dîner? Je me suis retourné, le sourire figé sur mon visage. Je dois y retourner. Réunion tôt demain. On remet ça. Bien sûr, a-t-elle gazouillé. Une autre fois. J'ai ouvert la porte avec des doigts tremblants et je suis sorti dans l'air frais de la nuit, aspirant une bouffée d'air comme si j'avais été sous l'eau. Michael ne m'avait pas arrêté, mais il m'avait regardé, et je connaissais la différence. Au moment où je suis rentré chez moi, mes doigts tremblaient trop pour ouvrir la porte du premier coup. Dès qu'elle a cliqué, je suis entré, j'ai posé mon sac sur la table de la cuisine et j'ai fermé la porte à clé derrière moi. 2 fois, mon manteau a touché le sol. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer les plafonniers, j'ai juste allumé la petite lampe près de la fenêtre. Sa lueur ambrée me semblait plus sûre,
d'une certaine manière plus douce, le genre de lumière sous laquelle on pouvait pleurer sans se sentir ridicule. J'ai vidé le contenu du sac sur la table, laissant les dossiers se répandre sur le bois. L'écriture de mon père me fixait depuis chaque étiquette, chaque mot un rappel. Ne faire confiance à personne. Protéger la vérité. J'ai pris des photos de chaque document, un par un, avec l'appareil photo de mon téléphone. Le faux testament, les relevés bancaires, une lettre scannée avec une signature falsifiée si proche de celle de papa que même moi j'ai dû plisser les yeux. Puis j'ai ouvert la clé USB. Il a fallu un moment à mon vieil ordinateur portable pour la reconnaître, et j'ai retenu mon souffle jusqu'à ce que le dossier s'ouvre. Des dizaines de fichiers audio, des dates, des horodatages, certains étiquetés l'appel cuisine Diane ou Michael ou de garage. Je ne les ai pas écoutés. Pas encore. Je ne pouvais pas supporter leur voix à nouveau. Pas ce soir. Pas maintenant que je savais de quoi ils étaient capables. Au lieu de cela, j'ai téléchargé un fichier compressé des photos et j'ai envoyé le lien au même numéro crypté que papa avait utilisé pour me contacter. Moi, je les ai. J'envoie tout maintenant. Une longue pause. J'ai regardé les points de saisie apparaître, puis disparaître, puis apparaître à nouveau. Finalement, papa, bon travail. Détruis les originaux. J'ai fixé le message, attendant plus. Un suivi, un plan, un rejoins-moi ici Boub, nous avons presque fini. Rien. J'ai hésité, mes doigts planant au-dessus du clavier. Moi. Où dois-je apporter la clé USB ou dois-je venir à la cabane? Pas de réponse. J'ai attendu 5 minutes, puis 10. J'ai envoyé un autre message. Moi, papa, toujours rien. J'ai vérifié l'heure. Il était minuit passé. Peut-être était-il prudent. Peut-être que le signal était mauvais là où il était. Peut-être s'était-il tué exprès, se faisant discret comme avant. Je me suis dit toutes ces choses en me tenant près de la fenêtre, serrant mon téléphone comme si c'était de l'oxygène. Mais l'anxiété se nouait déjà dans mon estomac. Froide. Familière. J'ai essayé d'appeler le numéro directement, sans succès, directement sur la messagerie vocale. J'ai réessayé. Même chose. Je me suis effondré sur le canapé, remontant mes genoux sur ma poitrine. Papa, ai-je chuchoté. Où es-tu allé? La pièce autour de moi me semblait plus petite qu'avant. Trop immobile, trop silencieuse. Mon appartement avait toujours été mon refuge, jusqu'à maintenant. Maintenant, il ressemblait à une salle d'attente pour quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Était-il en difficulté? Ou était-il parti pour de bon? J'ai jeté un coup d'œil à la pile de documents que je devais détruire. Ma main a plané au-dessus, mais quelque chose en moi a hésité. Pourquoi maintenant? Pourquoi disparaître après m'avoir dit d'effacer la seule chose qui le liait à la vérité? Je suis resté assise là pendant des heures, l'écran de mon téléphone s'illuminant toutes les quelques minutes, seulement pour afficher des notifications d'applications dont je me fichais. Rien de lui, rien de personne, juste le silence et la peur grandissante d'avoir été abandonné. Encore une fois, 3 jours. C'est le temps qui s'était écoulé depuis le dernier message de papa. 3 jours à vérifier mon téléphone toutes les heures. À rafraîchir mon application cryptée. À rejouer ces derniers mots, bon travail. Détruis les originaux. Et à me demander si c'était une sorte d'adieu. Je ne les ai pas détruits. Quelque chose en moi a refusé. Appelez ça l'instinct ou peut-être juste la peur, mais j'ai rangé les documents dans un livre évidé sur mon étagère et j'ai caché la clé USB à l'intérieur d'une vieille trousse de maquillage sous mon évier. S'il voulait qu'il disparaisse, il devrait le faire lui-même. Sauf qu'il n'est pas venu. Et puis il y a eu le coup à la porte. Pas pressé, pas fort, juste officiel. J'ai ouvert la porte pour trouver 2 officiers debout sur mon porche, la pluie dégoulinant du bord de leur chapeau. Claire Whitmore. J'ai senti un frisson froid dans ma colonne vertébrale. Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour cambriolage, effraction et possession de biens volés. Les mots n'ont pas atterri tout de suite. Ils flottaient là entre nous comme le cauchemar de quelqu'un d'autre. Quoi? J'ai cligné des yeux. Je pense qu'il y a eu une erreur. Un officier s'est avancé, me lisant mes droits pendant que l'autre me tirait les bras derrière le dos.
Le cliquetis des menottes en métal était sec. Définitif. Attendez, de quoi parlez-vous? Je n'ai pas. C'est une erreur. Mais ils n'écoutaient pas. Mes voisins, eux, écoutaient. Un rideau a tressauté de l'autre côté de la rue. Une porte a grincé dans le couloir. J'ai été poussé doucement, mais fermement, à l'arrière du véhicule de police. Les portes se sont verrouillées derrière moi avec un bruit métallique. Mon souffle a embué la vitre alors que nous nous éloignions de mon appartement. Mon téléphone a vibré une fois dans ma poche avant qu'il ne me le prenne. Je n'ai jamais su qui c'était. Au poste, le froid était pire. Les lumières fluorescentes étaient impitoyables, et tout sentait le désinfectant et le chagrin recyclé. Ils ont pris mes empreintes digitales, ma photo, ma dignité. Je suis resté assise dans une salle d'interrogatoire pendant près d'une heure, fixant la fenêtre maculée et le linoléum abîmé, jusqu'à ce qu'un détective entre enfin et laisse tomber un dossier Kraft sur la table avec un bruit sourd. À l'intérieur. Des photos de moi dans le bureau, prises depuis le couloir. J'ai levé les yeux, stupéfaite. Elle me regardait, elle chuchotait. Le détective n'a pas réagi. Elle m'a piégé, ai-je dit plus fort. Ce ne sont pas des documents volés. Ils appartiennent à mon père. Il est vivant. Il m'a envoyé les chercher. Ses sourcils se sont légèrement levés. Votre père est vivant? Il a simulé sa mort. Il a dû le faire. Ma mère et son petit ami ont essayé de tout voler. J'ai des preuves. Le détective s'est penché en arrière, impassible. Avez-vous ces preuves avec vous maintenant? J'ai hésité. Non, mais... La porte s'est ouverte derrière lui, et elle était là, ma mère, vêtue comme une veuve éplorée sortie d'un feuilleton. Des perles, un châle noir, les cheveux attachés serrés et impeccables. Elle m'a regardé sans me voir, comme si je n'étais qu'un inconvénient. Claire, a-t-elle dit doucement, un tremblement dans la voix. Pourquoi as-tu fait ça? Mes mains se sont serrées en poing sur la table. Tu sais exactement pourquoi. Tu as menti sur tout. Tu as volé papa, toi et Michael. Elle a laissé échapper un sanglot brisé, se tournant vers le détective. Elle n'est pas bien depuis les funérailles. J'ai essayé d'être patiente. Je lui ai dit de prendre ce qu'elle voulait, et je pensais qu'elle était en deuil. Mais quand j'ai trouvé le coffre-fort ouvert et les dossiers manquants. Elle ment, ai-je crié, me levant. Elle me piège. C'est tout ce qui me reste, a chuchoté ma mère, les larmes coulant maintenant parfaitement sur sa joue. Et elle ruine tout. Le détective n'a rien dit. Ni l'autre officier qui est entré pour me menotter à nouveau et m'escorter dans le couloir. J'ai crié jusqu'à ce que ma voix se brise. Elle ment. Mon père est vivant. J'ai les preuves. Vérifiez juste les dossiers. Vérifiez mon. Mais ma voix résonnait dans un endroit où personne n'écoutait. Ils m'ont pris mes lacets, mes boucles d'oreilles, ma ceinture. Une femme aux mains froides m'a fouillé et m'a tendu une combinaison beige. Et soudain, j'étais derrière une porte verrouillée. Des lumières fluorescentes bourdonnant au-dessus. Le son d'une femme sanglotant dans la cellule voisine et la lente réalisation suffocante que je n'avais personne et que la vérité était enterrée sous ses larmes de crocodile. La salle d'audience était trop froide, non pas physiquement, juste spirituellement. Il n'y avait pas de justice ici, seulement de la performance, de la stratégie, de l'apparence. Je me suis assise sur la chaise de l'accusé, les poignets serrés contre mes cuisses pour arrêter les tremblements. Mon avocat s'est penché pour murmurer quelque chose sur la gestion des dégâts. Je ne l'ai pas entendu. Mes yeux étaient fixés sur la femme de l'autre côté de l'allée. Ma mère, Diane Simmons. Elle portait du bleu marine cette fois-ci, sérieux, de bon goût, approuvé par le tribunal, une broche de perles sur son blazer. Un froncement de sourcils solennel gravé sur son visage comme de la pierre, comme si elle était la victime, comme si je l'avais en quelque sorte trahi. Michael était assis derrière elle, silencieux, les bras croisés. Son sourire suffisant avait disparu depuis l'avant-procès. Peut-être que les caméras le rendaient nerveux. Ou peut-être qu'il pensait que j'étais assez stupide pour me taire. J'ai balayé la pièce du regard, une fois de plus. Aucun signe de mon père. Mon cœur a plongé plus bas dans ma poitrine. La juge a mélangé quelques papiers et s'est raclé la gorge. Claire Whitmore,
vous comparaissez devant ce tribunal accusé de cambriolage, d'effraction et de possession de documents confidentiels obtenus sans consentement. Les mots se sont brouillés. J'arrivais à peine à respirer. J'ai jeté un coup d'œil à la galerie, une dernière fois désespéré. Toujours rien. Les portes ont éclaté. Tout le monde s'est retourné. 3 agents en coupe-vent bleu marine ont marché dans l'allée centrale, rapides et déterminés. Le chef tenait un dossier familier, épais et estampillé. Les mêmes fichiers que j'avais cachés. Les mêmes preuves que je n'avais pas détruites. Votre honneur, a dit l'agent fermement, brandissant un badge. Nous avons un mandat fédéral actif. Des halètements ont parcouru la pièce. La juge a cligné des yeux. Excusez-moi. Il n'a pas attendu la permission. Diane Simmons, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude, falsification de documents légaux, obstruction à la justice et tentative de transfert illégal de biens successoraux. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a grincé. Quoi? Michael s'est levé d'un bond. Le deuxième agent l'a approché calmement et a commencé à lui lire ses droits. C'est scandaleux, a-t-elle claqué. C'est elle qui est en procès. Puis le troisième agent est entré, tenant la clé USB. Je l'ai regardé pâlir. Mademoiselle Simmons, a poursuivi le premier agent, nous avons des enregistrements de vos conversations avec Michael Hans concernant la mise en scène d'un décès, la falsification de documents financiers et la déclaration d'une fausse crémation sans confirmation médicale. La salle bourdonnait d'incrédulité. La galerie s'est penchée en avant. L'un des jurés a couvert sa bouche. La bouche de ma mère s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Elle ressemblait à quelqu'un à qui on avait volé le scénario en plein spectacle. L'agent s'est écarté, et puis je l'ai vu, mon père. Il est entré par les portes ouvertes comme une tempête retardée. Les cheveux plus longs, les yeux plus âgés, mais toujours lui, vivant, réel ici. Je me suis levé si vite que ma chaise a failli tomber. Il a croisé mon regard et un instant, je me suis fiché que tout le monde regarde. Je me fichais que je portais du gris de tribunal ou que je n'avais pas dormi depuis 2 nuits. Il a ouvert ses bras. Je suis désolé d'être en retard, a-t-il dit, la voix brisée. J'ai couru vers lui. Des sanglots m'ont déchiré la poitrine alors que je l'enlaçais, croyant à peine qu'il était solide, respirant chaudement. Tu es revenu, ai-je crié. Je ne t'ai jamais quitté, a-t-il chuchoté. Derrière nous, la voix de Diane s'est brisée. Vous m'avez piégé, tous les deux, mais personne ne l'écoutait plus. La juge a tenté de rétablir l'ordre. Le huissier a maîtrisé Michael. Les agents ont fini de menotter ma mère, mais je n'ai presque rien vu de tout cela car à ce moment-là, j'avais quelque chose de plus grand que la vengeance. J'avais la vérité, et la vérité était plus forte que tous les mensonges qu'elle avait jamais racontés. 1 mois plus tard, le porche grinçait sous nos chaises de la même manière que lorsque j'étais adolescente et que je m'échappais à minuit. Seulement maintenant, mon père était à côté de moi, éveillé, vivant, sirotant un café noir dans la vieille tasse ébréchée qui portait encore le logo fané de son école de droit. Je me suis assise à côté de lui, les genoux repliés sur ma poitrine, ma propre tasse nichée entre mes mains, réchauffant mes doigts dans l'air vif du matin. Le lever du soleil sur les collines de Caroline du Nord était lent, silencieux, l'or se mêlant au rose à l'horizon. La paix n'est pas arrivée comme le tonnerre. Elle s'est installée tranquillement comme le brouillard roulant sur une terre fatiguée. Il m'a jeté un coup d'œil. Tu as tout sauvé, a-t-il dit. Même quand je ne croyais pas que tu me pardonnerais. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé les oiseaux picorer le long de la clôture, le chien des voisins trotter dans l'allée comme s'il avait une mission. Puis j'ai dit, j'ai failli ne pas le faire. Il a hoché la tête. Je sais. Il n'était pas nécessaire d'expliquer. Il savait ce que je voulais dire. Pour m'avoir laissé en dehors, pour avoir disparu. Pour m'avoir mis au milieu d'une guerre que je n'avais jamais commencée. Pour m'avoir fait confiance trop tard. Mais maintenant il était là, ne se cachant pas dans une cabane. Ne chuchotant pas à travers des téléphones jetables. Ici. Tu aurais dû me le dire plus tôt, ai-je dit doucement. J'essayais de protéger. J'ai jeté un coup d'œil de côté. Bizarre combien de gens disent ça quand ils sont sur le point de vous briser le cœur. Il a ri sous cape, puis s'est tu. Tu ressembles à ta mère quand tu es en colère. S'il te plaît,
ne dis pas ça, ai-je marmonné. Il a souri et a siroté son café. Nous sommes restés comme ça longtemps, laissant le silence parler là où les mots ne pouvaient pas atteindre. À l'intérieur de la maison, la cuisine sentait toujours le pain grillé à la cannelle. Les gros titres passaient toujours en boucle, les arrestations au tribunal. Le visage de ma mère figé dans le choc. La voix de Michael enregistrée sur écoute électronique. Il y avait encore du bruit dans le monde. Mais ici, sur ce porche, les choses s'étaient assez calmées pour que je puisse à nouveau entendre ma propre respiration. Je pense à quitter la ville, ai-je dit. Prendre un nouveau départ, a-t-il hoché la tête. Tu pourrais rester un moment ici. Je veux dire, ça ne me dérangerait pas. Je pourrais, ai-je dit avec un léger sourire. Mais d'abord, je veux faire quelque chose de tout ça. Il a regardé par-dessus. De tout quoi? L'histoire, l'épreuve. Ce qui nous est arrivé. Ce qui m'est arrivé. Il a cligné des yeux. Tu veux rendre ça public? Je veux aider les gens, ai-je dit. Des gens comme moi qui n'ont rien vu venir, qui ont fait confiance au mauvais visage, qui ont tout perdu avant de savoir qu'ils étaient dans une bataille. Il est resté silencieux un instant. Puis il a dit, elle va détester ça. J'ai souri d'un air suffisant. Ce n'est même pas le meilleur. Nous avons trinqué nos tasses. Pas besoin de toast. La paix n'a pas tout réparé, mais elle nous a donné un point de départ. Et c'était plus que je n'aurais jamais pensé avoir à nouveau. 2 ans plus tard, je me tenais sur une scène au centre-ville de Charlotte, un micro sans fil accroché à mon col et un projecteur réchauffant mes épaules. Derrière moi, le lecteur d'écran, Hearthstone Integrity Group, aidant les survivants à retrouver la vérité. L'animateur du panel s'est tourné vers moi. Claire, si vous pouviez laisser au public un seul message à retenir, quel serait-il? J'ai jeté un coup d'œil à la foule, des visages illuminés par l'intérêt, des stylos prêts, des téléphones enregistrant discrètement. Quelque part au premier rang, mon père était assis fièrement, un carnet en cuir usé sur les genoux. Ses mémoires étaient à moitié terminées. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, parfois, les personnes les plus proches de vous sont vos plus grands défis, mais aussi vos plus grandes révélations. Un murmure de silence a suivi, quelques hochements de tête, quelques chuchotements. J'ai continué, fermement et sûrement. La justice ne concerne pas la vengeance. Il s'agit de retrouver votre voix, votre autonomie, votre paix. Des applaudissements ont suivi. Pas sauvage, pas performatif, juste sincère. Ensuite, 3 femmes différentes sont venues me remercier. L'une m'a tendu une lettre pliée. Une autre a posé des questions sur nos services pro bono. La 3e m'a juste serré dans ses bras. Dehors, le ciel était doux avec la lumière du printemps. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas l'impression de fuir quoi que ce soit. Je construisais quelque chose à partir des cendres, des mensonges, de la vérité que personne d'autre ne voulait affronter. Et je ne reviendrai jamais en arrière. C'était la fin de mon histoire. Je pense encore au moment où mon père a choisi de simuler sa propre mort au lieu d'aller directement à la police. Était-ce du désespoir? Ou était-ce la seule façon pour lui de survivre assez longtemps pour exposer la vérité? Et je dois vous demander, a-t-il fait la bonne chose ou l'auriez-vous géré différemment à sa place? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si ce voyage a eu un sens pour vous, veuillez aimer cette vidéo et vous abonner afin que nous puissions continuer à avoir ces conversations ensemble.